Vous vous êtes déjà demandé comment les soldats des tranchées pendant la Première Guerre mondiale restaient si propres mais liaïaï. En réalité, ils ne le faisaient pas. Le manque de plomberie et d'eau chaude créait des conditions si épouvantables que même dans les meilleures circonstances, maintenir une hygiène personnelle était surtout une bataille perdue d'avance. Aujourd'hui, nous allons voir l'hygiène dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Weird History. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quels autres sujets liés à l'hygiène vous aimeriez que nous abordions. Très bien, il est temps de voir à quel point l'hygiène était formidable pendant la Grande Guerre. Imaginez que vous êtes en première ligne d'un des conflits les plus sanglants et violents de l'histoire de l'humanité, et soudain, vous sentez un besoin pressant. Que faites-vous pour aller aux toilettes? Dans les tranchées, les hommes désignaient des zones spécifiques pour servir de latrine. Les soldats creusaient des fosses d'une profondeur de 1 à 2 mètres pour se soulager. Même si ces trous étaient souvent utilisés ainsi, on ne va pas perdre du temps à embellir les latrines communes. Certaines troupes fabriquaient des caisses mapons en bois autour de ces fosses pour tenter de réduire le nombre de mouches. La tâche de creuser et d'entretenir ces trous innommables était tellement méprisée qu'elle était souvent infligée aux soldats comme punition. L'odeur était tout aussi épouvantable et les troupes essayaient de la masquer en utilisant du chlorure de chaux. Nous ne choisissons pas toujours quand aller aux toilettes, ce qui était surtout vrai pour les soldats dans les tranchées souffrant de diarrhée à cause de l'eau contaminée. Ceux incapables d'aller à la latrine utilisaient souvent des seaux ou des boîtes de conserve vides pour se soulager. Ils jetaient ensuite simplement le contenu à l'extérieur de la tranchée pour réutiliser le bassin improvisé. En effet, la Grande Guerre s'est déroulée sur de nombreux fronts. En ce qui concerne l'eau contaminée, bouillir l'eau est une méthode courante pour la rendre potable. Mais cela était impossible pour les soldats dans les tranchées à cause du matériel requis et, bien sûr, de la guerre. On ne peut pas demander une pause juste pour faire bouillir de l'eau. L'armée britannique a testé du matériel de stérilisation et des produits purificateurs, mais ceux-ci donnaient un goût désagréable à l'eau. Ils ont aussi tenté de donner à leurs troupes des comprimés de sulfate acide de sodium pour purifier une ration individuelle d'eau, mais les produits chimiques réagissaient mal avec l'aluminium des gourdes. Et cela pouvait brûler la peau et même les vêtements si le produit entrait en contact avec l'humidité de l'air. Même si ça pourrait faire fondre vos lèvres sur votre t-shirt, serait un bon slogan pour une boisson énergisante au venin de serpent, c'est en général à éviter quand on veut rester hydraté pendant un conflit mondial. Réticents à utiliser les comprimés, et incapables de faire bouillir l'eau, les soldats en première ligne dépendaient de leurs camarades pour traiter et acheminer l'eau jusque dans les tranchées. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, malheureusement, l'eau était souvent transportée dans de vieux bidons d'essence, ce qui la contaminait et la rendait presque imbuvable. En cas de combat ou d'obstacle, la livraison d'eau n'atteignait pas la ligne de front et les soldats dans les tranchées se retrouvaient complètement sans eau. Cela poussait de nombreux soldats désespérés à boire de l'eau douteuse, simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Un soldat se rappelait quand les hommes, assoiffés, buvaient l'eau des trous d'obus, les cratères causés par l'artillerie, pouvant contenir n'importe quoi, même des restes humains. À cause des corps non lavés, vêtements sales, latrines ouvertes, ordures et nombreux cadavres proches. Tous ceux qui passaient du temps dans les tranchées sentaient comme une momie dans une conserverie de sardines. Les soldats dans les tranchées dégageaient une forte odeur et, faute de bain et à cause de leurs uniformes sales, subissaient des infestations généralisées de poux. Pour y remédier, des installations étaient aménagées loin du front pour que les soldats se fassent déparasiter, lavent leurs vêtements et se reposent. Il y avait aussi des bains collectifs où les soldats pouvaient se débarrasser de l'odeur qu'il avait accumulée dans les tranchées. Ces installations contribuaient à remonter le moral et à garder de nombreux soldats en bonne santé. Les soldats restèrent souvent plusieurs jours dans les tranchées sans se laver ni changer de vêtements, attendant la permission pour ce répit. Avec la généralisation des armes chimiques, de plus en plus de soldats portaient et utilisaient des masques à gaz, pensant qu'ils offraient une meilleure étanchéité. Pour que les soldats soient rasés de près, les forces américaines donnaient à leurs soldats des kits de rasage à emporter avec eux. C'est la seule raison pour laquelle il n'existe pas de photographies de soldats de la Première Guerre mondiale. Appelés khaki kits, ces kits de rasage standard comprenaient un rasoir de sûreté Gillette avec des lames jetables. Pour quelques dollars, soit environ 127 $, une fois ajusté pour l'inflation. Les soldats ou leurs proches pouvaient acheter une version plus luxueuse du kit, livrée dans un étui en métal décoré d'insignes militaires.
On ignore combien de soldats ont payé cher pour un kit amélioré, mais la possibilité de se raser était sans doute appréciée. Cependant, même si le fait de se raser pouvait apporter à ceux qui combattaient dans les tranchées un petit sentiment de normalité et peut-être les aider à se sentir un peu plus propres, il y avait un inconvénient, à savoir que leur blaireau pouvait les exposer au Bacillus anthracis, la bactérie naturellement présente qui cause la maladie du charbon. Elle peut subsister dans les poils d'animaux pendant des années et être transmise à toute personne utilisant un blaireau fabriqué à partir de poils mal désinfectés. On pense que plus de 200 soldats américains et britanniques auraient pu être infectés par le charbon en se rasant. La santé bucco-dentaire était négligée durant la Grande Guerre. Peu consultaient un dentiste et la plupart des soldats avaient déjà une mauvaise hygiène buccale. Avant la guerre et sur le front, la plupart des soldats ignoraient l'état de leurs dents. En fait, en 1914, de nombreuses milices, comme la force expéditionnaire britannique, pensaient que les dentistes étaient totalement inutiles. On peut avoir la bouche pleine de dents cassées comme un vampire et continuer à tirer pour la reine. L'armée britannique n'a recruté des dentistes pour aider les soldats près du front qu'après que le général Douglas Haig a eu une forte rage de dents. Cependant, malgré le manque d'importance accordé à le maintien d'une bonne santé bucco-dentaire sur le front, les armées refusaient les soldats potentiels si leur hygiène bucco-dentaire était particulièrement mauvaise. C'était parce que la nourriture fournie aux soldats dans les tranchées nécessitait des dents relativement solides pour être consommées. Les troupes alliées utilisaient des cuisines mobiles et apportaient la nourriture préparée aux soldats. Cependant, en première ligne, la nourriture n'était comestible que selon la définition la plus généreuse du mot. Par exemple, les soldats britanniques recevaient des rations de bœuf en conserve appelées bully, de biscuits de mer et de pain fabriqués à partir de navets séchés une fois que le blé était épuisé. On dirait une recette de mortier plutôt qu'un menu. Mais dans les tranchées, on prenait ce qu'on trouvait comme l'eau stérilisée des soldats. Les transports apportaient souvent les repas jusqu'aux lignes de front dans des bidons de gaz vides remplis de contaminants. Le transport long de la nourriture jusqu'aux tranchées rendait les repas froids et souvent rassis. De plus, les choses étaient bien compliquées par les essaims de mouches omniprésentes attirées par tous les cadavres sur le champ de bataille. Les mouches se posaient souvent sur la nourriture des soldats, répandant saleté et maladies. Les rations étaient parfois couvertes de boue à cause du temps et du transport. Un soldat se souvenait avoir reçu un morceau de lard bouilli pesant environ 450 grammes après que la boue ait été enlevée. Grâce à tous les déchets, restes de nourriture et cadavres, les tranchées étaient régulièrement envahies de rongeurs qui devenaient souvent exceptionnellement gros en raison de l'abondance de nourriture pour rats. En plus d'être une nuisance, les rats propageaient de graves infections comme le typhus et la peste. Évidemment, le risque pour nos soldats de contracter la maladie, ayant décimé la moitié de l'Europe, était préoccupant. Ainsi, attraper des rats est devenu un moyen de passer le temps pendant la journée. Un rapport indique que l'armée récompensait les soldats pour tuer les rongeurs et ainsi réduire leur nombre. Les troupes étaient tellement passionnées par ce nouveau sport qu'un corps d'armée a réussi à attraper 8000 rats en une seule nuit. Ça fait beaucoup de rats. Les troupes françaises ont tenté de gérer les rats en introduisant des terriers dans les tranchées, tandis que d'autres soldats ont choisi des chats plutôt que des chiens. On estime qu'environ 500 000 chats ont aidé dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de ces chats et certains chiens sont même devenus des mascottes pour les troupes en première ligne. Bien que les animaux étaient vraisemblablement exemptés de l'obligation de rester rasés de près, malheureusement, tous les nuisibles n'étaient pas aussi faciles à gérer. L'humidité, les déchets dans les tranchées et l'absence de lavage fréquent favorisaient la prolifération des puces et poux piqueurs. Non seulement ils démangèrent les soldats et les mettaient mal à l'aise, mais ces nuisibles permettaient aussi aux maladies de se propager rapidement sur les lignes de front. Les bactéries provenant des poux infectés propageaient le typhus, qui pouvait provoquer des douleurs, de la fièvre, des vomissements et de la confusion. Les piqûres de poux causaient la fièvre des tranchées, avec douleurs aux jambes, vertiges et maux de tête. Bien que non mortelle, la fièvre des tranchées rendait les soldats inaptes au combat, réduisant ainsi fortement leurs effectifs. De 1915 à 1918, on estime que 500 000 soldats des armées françaises, britanniques et belges ont contracté la maladie. Contrôler les infestations de puces et de poux signifiait laver soigneusement la peau, les cheveux et les vêtements, mais comme nous l'avons vu, cela n'était tout simplement pas possible dans les tranchées. Ainsi, les soldats occupaient leur temps libre à enlever ou brûler les poux avec des bougies,
Dommage qu'elle n'ait pas été parfumée. Pour lutter contre la vermine et l'insalubrité responsables de maladies, de nombreuses armées assignaient des soldats au nettoyage, notamment à la collecte des déchets. Les déchets des troupes incluaient restes de nourriture, récipients, douilles usagées, ainsi que cadavres d'animaux et d'humains. Des zones de décharge étaient créées loin des tranchées pour permettre aux équipes sanitaires d'éliminer les ordures en toute sécurité. Malgré les efforts des équipes de nettoyage, l'accumulation de déchets restait presque inévitable. Non seulement l'élimination des déchets prenait du temps, mais cela pouvait aussi être une tâche dangereuse en cas de combats actifs. C'est un peu comme construire un château de sable sur un terrain de football entre deux actions. À mesure que les tas d'ordures se décomposaient, ils attiraient tant d'asticots et de mouches que de nombreux soldats devaient s'enrouler des écharpes autour du visage pour tenir ces nuisibles loin de leur bouche. L'hygiène insuffisante dans la promiscuité des tranchées permettait à de nombreuses maladies contagieuses de se propager facilement parmi les soldats. Les oreillons, la variole, la méningite à méningocoque et la tuberculose se propageaient dans les bataillons, obligeant beaucoup à se retirer du front ou à périr. Les cas graves de dysenterie étaient également courants parmi les troupes de nombreux pays. Propagée par les excréments humains, la maladie provoque des diarrhées et une déshydratation extrême. Beaucoup parmi les milliers de soldats touchés dans les tranchées ont péri. Chaque soldat qui se rendait sur la ligne de front savait que la mort était une possibilité extrême. Mais malgré tout, avoir diarrhée violente gravée sur sa pierre tombale reste quand même bien décevant. L'armée allemande en particulier a connu de vastes épidémies de dysenterie. Au moins 155 000 soldats allemands ont passé du temps à l'hôpital en souffrant de cette maladie. En revanche, la dysenterie a touché environ 6 200 soldats dans le corps expéditionnaire américain et a causé 31 décès, ce qui signifie que bien que les conditions dans les tranchées alliées restaient déplorables, elles bénéficiaient manifestement d'une meilleure hygiène que celle des Allemands. Les chercheurs estiment qu'en plus d'une hygiène inadéquate, la dysenterie a touché de manière disproportionnée les troupes allemandes. En raison de carences nutritionnelles, de l'absence de vaccins et des limites des hygiénistes militaires allemands, de nombreux soldats étaient alors vulnérables aux infections, car la plupart de ces maladies, aujourd'hui soignables, n'étaient pas encore prévenues par des vaccins. Bien que les armées aient dépisté certaines maladies comme la tuberculose avant le déploiement, le contact étroit et le manque de traitement adapté ont permis leur propagation. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, la transmission de maladies infectieuses parmi les soldats a légèrement contribué à une catastrophe encore plus vaste. La grande épidémie de grippe de 1918, la grippe espagnole, ainsi nommée, aurait débuté dans des camps militaires avant de se propager rapidement et d'infecter une grande partie du monde, causant plus de pertes que la guerre elle-même. Autrement dit, les tranchées de la Première Guerre mondiale, elles étaient si sales qu'elles ont peut-être rendu tout le monde malade. Au fil de l'histoire, des personnes ont évoqué des défenseurs divins, des anges les protégeant ou combattant pour eux en pleine bataille. L'un des exemples les plus célèbres de cette possible intervention est la bataille de Mons entre les forces britanniques et allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Le 23 août 1914, l'armée britannique, avec le soutien de la France, a attaqué l'armée allemande qui venait de leur déclarer la guerre quelques semaines auparavant. On espérait que les troupes britanniques fraîches gagneraient, surtout avec l'aide des Français. La bataille de Mons fut la dernière des 4 escarmouches nommées bataille des frontières. Les 3 premières altercations se sont produites à Lorraine, dans les Ardennes et à Charleroi. Toutes nécessitaient l'aide des forces militaires françaises, alors dirigées par le général Joseph Joffre. Lorsque les forces se sont affrontées, il est apparu que l'armée allemande était bien supérieure en nombre. Quand les forces françaises se sont repliées, les Britanniques sont devenus vulnérables aux attaques. Plus de 35 000 soldats britanniques ont été impliqués et plus de 1600 ont péri. Le 29 septembre 1914, un écrivain du London Evening News, Arthur Machen, a écrit une nouvelle basée sur des récits suggérant qu'une aide angélique pendant la bataille avait permis une retraite en sécurité. Cette histoire a captivé l'imagination du peuple anglais du jour au lendemain. Même si le récit était en réalité une fiction profondément inspirée par la bataille, le public a cru que l'histoire était vraie et la légende est née. Le récit de Machen s'est vite répandu et bientôt les éditeurs ont voulu parler aux sources. Peu importe combien Machen contestait la véracité de l'histoire, le public continuait à croire en son authenticité.
Après les événements, 3 soldats survivants ont été interrogés par un aumônier près de Keswick. Chaque soldat a raconté une histoire similaire. L'armée allemande avançait et il n'y avait aucun espoir. Pourtant, apparemment par la volonté de Dieu, les Allemands ont fait demi-tour et n'ont pas écrasé les troupes britanniques, leur permettant de battre en retraite. En 1915, à mesure que l'histoire grandissait, de nombreux soldats enrichissaient les récits mythiques et descriptifs d'anges vus sur le champ de bataille. Les témoignages évoquant une intervention d'anges n'ont émergé qu'après la publication de l'histoire de Machin. Des prisonniers de guerre allemands ont alors suggéré que les troupes pensaient voir arriver des renforts anglais. Finalement, la Société pour la recherche psychique a conclu qu'il n'existait aucun témoignage direct vérifiable faisant état de l'apparition d'anges. L'implication du brigadier général John Charteris peut donner un indice sur la promotion de cette histoire. Son véritable objectif aurait pu être de remonter le moral, et Charteris a étayé ce récit avec ses propres lettres comme preuve. Longtemps, ceci fut un exemple clé pour valider les récits de soldats, mais il a ensuite été établi qu'il avait falsifié les dates de ses lettres pour soutenir le mythe. En réalité, il aurait été difficile de prendre les témoignages pour argent comptant, même s'ils étaient sincères. La privation de sommeil, bien connue pour ses effets sur le corps, aurait pu altérer la vision des troupes qui n'avaient pas dormi depuis plusieurs jours. Il n'est pas déraisonnable de penser que cela aurait pu provoquer des visions de salut angélique. De plus, les récits, même tels qu'ils sont rapportés, varient énormément quant à l'apparence et aux actions des êtres supposément venus d'un autre monde. Leurs récits relèvent-ils plus de l'épuisement ou de l'hystérie liée à la guerre que d'une aide angélique ? Il existe des rapports de soldats allemands faits prisonniers de guerre qui semblent attester de la présence d'archers fantômes les attaquant, qu'ils supposaient être des renforts britanniques. Cela suggère qu'il y a peut-être du vrai dans cette histoire, car ces prisonniers n'avaient rien à gagner à entretenir la légende. Des récits mythiques existaient d'ailleurs des deux côtés durant la Grande Guerre. Les soldats allemands aimaient parler d'un chien géant créé par l'armée allemande pour détester les Britanniques qui auraient emporté leur corps sur le champ de bataille. Aucune preuve n'a jamais été découverte, mais le folklore entourant ce chien est omniprésent. Il n'est pas rare qu'on rapporte des interventions et des batailles surnaturelles, peu importe votre affiliation politique ou nationalité. De tels récits d'aide figurent dans les histoires de la guerre d'indépendance et des conflits de l'Ouest américain. Les récits des anges à la bataille de Mons étaient-ils des histoires romancées avisées d'autopromotion ou de propagande ? Est-il possible que des êtres célestes aient été présents en 1914 ? Nous ne saurons peut-être jamais la vérité, mais les anges de Mons restent une excellente histoire. Mata Hari était beaucoup de choses pour de nombreuses personnes, danseuses exotiques, courtisanes, séductrices et espionnes. Elle est surtout connue pour son exécution pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Mais Mata Hari était une figure complexe, bien plus fascinante que les seules circonstances de sa fin tragique. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Mata Hari, la danseuse exotique devenue espionne pendant la Première Guerre mondiale. D'accord, il est temps de mettre votre meilleur déguisement et de vous infiltrer dans Weird History. Margaretha Gerta Zell, la femme qui deviendrait un jour connue sous le nom de Mata Hari, est née aux Pays-Bas en 1876 dans une famille aisée. Son père était chapelier et avait investi dans le pétrole, ce qui était une chance car on ne trouve généralement pas de fortune extravagante dans la chapellerie. Pendant les 13 premières années de sa vie, Zell portait des robes extravagantes et menait une vie luxueuse. Cependant, sa famille perdit toute sa fortune en 1889 et sa mère décéda en 1891. Elle fut alors envoyée vivre chez son parrain qui l'inscrivit dans une école aux Pays-Bas. Peu après, Zell fut impliquée dans le premier d'une série de scandales qui allaient marquer sa vie. Son directeur d'école commença à flirter avec elle vers ses 15 ans. À cause de ses avances, Zell fut rapidement retirée de l'école, mettant ainsi fin à ses ambitions de devenir institutrice en maternelle. Après l'incident, elle s'enfuit chez son oncle, où elle vécut pendant les années suivantes. Avec une vie familiale aussi instable, Zell décida de tourner son regard au-delà des Pays-Bas. À 18 ans, elle prit une décision audacieuse en répondant à une annonce cherchant une épouse pour les Indes orientales néerlandaises. Le futur marié était le capitaine Rudolf MacLeod, officier des Indes orientales néerlandaises d'origine écossaise. Après quelques mois d'échanges de lettres et de photos, Zell prit la décision de se rendre à Java pour devenir son épouse. Ils se sont mariés à Amsterdam le 11 juillet 1895. Ces lettres devaient vraiment être charmantes.
MacLeod, fils d'une baronne et assez aisé, a permis à Zell, par leur mariage, d'améliorer sa situation financière et de rejoindre la haute société néerlandaise. En mai 1897, ils ont embarqué depuis Malong, sur l'île de Java. Zell donna ensuite naissance à 2 enfants, Norman John MacLeod en 1897 et Louise Jean MacLeod en 1898. Malheureusement, sa décision de partir en Indonésie et d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaissait pas était un pari qui ne s'avérerait pas payant. Rudolph MacLeod, 2 fois plus âgé, était alcoolique, entretenait une concubine et en est venu à maltraiter physiquement sa femme, qu'il tenait pour responsable du fait qu'il n'avait pas obtenu de promotion. La situation est devenue si tendue que Zell est partie. C'est à cette époque qu'elle a commencé à étudier la culture locale et s'est mise à la danse indonésienne pour s'occuper. Cet investissement a contribué à son avenir et son indépendance. À cette époque, elle a informé sa famille aux Pays-Bas de l'adoption de son nom d'artiste, Mata-Hari. C'était une décision audacieuse, comme quand Gordon Sumner a demandé à ses proches de l'appeler Sting. On ignore toujours la réaction des gens. Le nom Mata-Hari était tiré du mot malais local pour soleil et se traduisait littéralement par œil du jour. Finalement, Rudolph a demandé à Zell de revenir vers lui et elle a accepté. Mais leur mariage n'était toujours pas particulièrement heureux. Quelle surprise! Même l'arrivée de leurs 2 enfants n'a rien fait pour rapprocher le couple. En fait, on pourrait dire que cela a empiré les choses. Qui aurait pu prévoir cela? Les 2 enfants sont tombés malades et Norman est décédé. Zell et Rudolph ont affirmé qu'un domestique en colère les avait empoisonnés. Ils ont sans doute souffert des traitements contre la syphilis que leurs parents leur avaient transmises. Ces 2-là ne gagneront pas de prix. La petite famille est retournée en Hollande et Zell et Rudolph se sont séparés en août 1902. Lorsqu'ils ont finalement divorcé, 4 ans plus tard, elle a obtenu la garde de leur seul enfant survivant. Rudolph devait verser une pension alimentaire, mais il ne l'a jamais fait. Ainsi, Zell a eu du mal à subvenir aux besoins de sa fille. Son mari a rendu cette épreuve encore plus dure en publiant des annonces dans les journaux locaux pour dissuader toute aide. Et tu croyais que ta rupture était compliquée? Zell a finalement rendu l'enfant à son mari sans avoir à s'occuper de sa fille. Elle croyait qu'il ne lui restait plus rien en Hollande, alors elle a mis le cap sur Paris. Attends, mais ta fille est en Hollande, je veux dire, elle est avec son père, mais quand même c'est quelque chose en Hollande, ta fille, enfin bref, va à Paris. Après son divorce avec MacLeod, Zell a dû trouver un moyen de subvenir à ses besoins, alors elle est devenue artiste de cirque à Paris. Apparemment, il recrutait. Elle a débuté sous le chapiteau comme cavalière, nommée Lady MacLeod. Au moins, ce mariage lui a apporté quelque chose de positif. Cependant, après avoir passé une jeunesse malheureuse dans les Indes orientales néerlandaises, Zell a commencé à voir sa nouvelle vie comme une occasion de se réinventer complètement et elle s'est finalement tournée vers la danse exotique pour faire avancer sa carrière de danseuse. Elle a fait un effort calculé pour exploiter l'orientalisme de l'Europe, une représentation stylisée de la culture asiatique basée sur des stéréotypes occidentaux. Elle a tiré parti de ses compétences acquises en Indonésie pour exécuter des danses inspirées de l'Orient. Elle s'est aussi fait passer pour une princesse javanaise, ajoutant mystère et exotisme à ses spectacles. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à utiliser son nom d'artiste, Mata-Hari, comme nom de scène. Mais ce n'est pas tout. Elle a également franchi la limite en devenant carrément scandaleuse, en se produisant régulièrement nue ou presque nue. À une époque où les maillots de bain couvraient tout le corps, l'aisance de Mata-Hari à montrer sa peau était choquante. Quand elle n'était pas nue, elle portait un juste au corps couleur chair, ce qui donnait l'illusion de la nudité. Les hommes de toute l'Europe devenaient fous pour ces danses scandaleuses. La navigation privée sur Chrome n'existait pas encore. La carrière de danseuse à la mode de Zell, sous le nom de Mata-Hari, l'a mise en contact avec de nombreux hommes riches et influents. Elle a donc entamé une seconde carrière comme courtisane. C'est un terme élégant pour une prostituée de luxe fréquentant des hommes distingués, des industriels millionnaires aux officiers militaires devenus ses amants. Ainsi, ses relations internationales faisaient qu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, en 1914, elle traversait les frontières. Tout au long de sa vie et de sa carrière, elle avait fréquenté divers hommes. Mais ce n'est qu'en rencontrant le capitaine Vadim Maslov qu'elle crut avoir trouvé l'amour de sa vie. Maslov était un jeune pilote russe plein d'allure, stationné en France, mais en 1916, son avion fut abattu et il fut hospitalisé. Zell, désespéré de le voir, demanda à lui rendre visite au front, mais ils exigeaient quelque chose en retour. Ils considéraient Mata-Hari comme une célèbre danseuse qui passait son temps à franchir les frontières et fréquentait de nombreux officiers et grands industriels, idéale comme espionne pour la France.
Alors par amour et pour l'argent, Zell a dit oui. Les officiers français estimaient que la carrière de Zell comme Mata Hari et ses contacts internationaux pouvaient leur servir durant la guerre. Ils espéraient notamment qu'elle séduise le prince héritier Wilhelm, fils et héritier du Kaiser Wilhelm II. Ils lui ont promis 1 million de francs si elle parvenait à séduire le prince et à lui soutirer des secrets allemands cruciaux. Mata Hari a débuté l'espionnage pour les Français, visant à infiltrer les Allemands grâce à ses charmes. La capacité de Zell à franchir les frontières aidait les Français, mais a finalement suscité des questions d'autres responsables européens. Elle a été arrêtée et interrogée par des officiers britanniques en 1916, puis libérée après avoir admis être une agente française. La brève carrière d'espionne de Mata Hari a pris fin en 1917 lorsqu'elle a été arrêtée par la police secrète française. Après avoir intercepté un message allemand affirmant qu'elle était un agent double, ils ont découvert qu'elle avait accepté de l'argent pour transmettre des secrets français à un officier allemand au début de la guerre. Zell n'a pas nié la transaction, mais a affirmé n'avoir rien partagé d'important avec les Allemands. De plus, après son arrestation dans sa chambre d'hôtel à Paris, les autorités ont eu beaucoup de mal à rassembler des preuves d'espionnage relevant de la trahison. Ils ont alors utilisé son histoire contre elle, affirmant que sa réinvention constante en tant qu'artiste accompli était un signe accablant de duplicité. Son acceptation d'argent d'un officier allemand contre des faveurs sexuelles a permis au procureur de la présenter comme une espionne dépravée. Bien que sans preuve matérielle, ses attaques contre son caractère ont été efficaces. Après tout, elle a admis avoir vendu des secrets d'État aux Allemands, peu importe à quel point ces secrets pouvaient être insignifiants selon elle. Cependant, un dossier dans les archives nationales françaises suggère que Zell pourrait avoir été innocente des crimes dont elle était accusée. Sa tentative de séduire l'officier allemand fut si maladroite que les officiers l'ont aussitôt identifiée comme espionne amateur et ses démarches pour obtenir des informations semblaient trop évidentes. Zell a précisé qu'elle ne lui avait donné que des informations obsolètes et des ragots, espérant obtenir de lui des secrets importants. L'officier est même allé jusqu'à l'identifier comme l'agent H20E1. Il n'est pas clair si elle espionnait activement pour l'Allemagne ou était seulement vue comme un atout pour diffuser de fausses informations. Selon certains récits, les messages allemands étaient facilement décodés par les Français, poussant des historiens à conclure qu'elle avait été piégée par les Allemands pour être jugée pour espionnage. Un historien estime qu'elle était innocente d'espionnage et qu'elle a servi de bouc émissaire au gouvernement français durant une guerre sans précédent. Mais il est peu probable que nous le sachions un jour avec certitude. Zell a été reconnu coupable et condamné à mort. Au petit matin du 15 octobre 1917, Gerta Zell, âgée de 41 ans, également connue sous le nom de Mata Hari, a été conduite devant un peloton d'exécution. Comme le voulait la coutume, on lui a proposé un bandeau sur les yeux, mais elle a refusé. Artiste jusqu'au bout, Mata Hari a envoyé un baiser d'adieu au peloton d'exécution qui allait bientôt mettre fin à sa vie. Après son exécution, sa famille n'a pas réclamé son corps, qui a alors été remis à la recherche médicale. Sa tête a en fait été retirée et conservée dans les archives du musée d'anatomie à Paris. Dans un dernier rebondissement étrange de sa vie inhabituelle, des archivistes ont découvert en 2000 que sa tête avait disparu. À ce jour, personne ne sait exactement ce qu'il en est advenu. Peut-être qu'elle a repris du service. Personne ne soupçonnerait jamais une tête sans corps d'être une espionne. Très malin, Mata Hari. La Première Guerre mondiale fut l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, causant la mort de plus de 40 millions de militaires et civils. La vie d'un soldat dans les tranchées était un véritable enfer. Ils enduraient les maladies, la faim, les rats, des odeurs horribles, des cadavres partout. Et surtout, ils devaient accepter qu'ils pouvaient mourir à tout moment. Aujourd'hui, découvrons ce que signifiait être soldat des tranchées durant la Première Guerre mondiale. D'octobre 1914 à mars 1918, les forces britanniques, françaises, allemandes, russes et ottomanes se sont affrontées dans les tranchées. Un réseau de chemins boueux creusés à 2 mètres de profondeur et 1,80 m de large sur les lignes de front des champs de bataille. Bien que les tranchées offraient aux soldats un abri et une protection contre les tirs ennemis, elles étaient aussi, ironiquement, la cause de nombreuses morts en raison de leurs conditions semblables à celles des égouts. Quand on évoque les tranchées de la Première Guerre mondiale, on pense à de simples fossés, mais elles étaient conçues de façon stratégique. Alliés et puissances centrales ont conçu leurs tranchées pour se défendre.
Les armes lourdes ont forcé les deux camps à se terrer. Ainsi, les tranchées sont devenues un moyen de tenir une ligne sans rendre les soldats vulnérables. Les tranchées étaient jamais creusées en zigzag et courbes, formant angles et couloirs, offrant ainsi de meilleurs points d'observation et des cachettes aux soldats. Les motifs en zigzag empêchaient les ennemis de sauter dans la tranchée et d'éliminer tout le monde. Chaque tranchée avait une fonction différente. Certaines tranchées accueillaient les troupes en repos, d'autres servaient au stockage des fournitures ou aux déchets. Être couvert de boue liquide est assez drôle. Les gens dépensent beaucoup dans des spas de luxe pour s'enduire de boue organique, espérant une peau plus saine. Pendant la Première Guerre mondiale, l'exposition prolongée aux tranchées boueuses causait souvent le pied de tranchée, provoquant la perte d'orteils ou de pieds. Cette condition était très fréquente. Il a touché environ 75 000 soldats britanniques à eux seuls durant la guerre. On a aussi découvert que les soldats inspectaient régulièrement les pieds de leurs camarades pendant la Première Guerre mondiale. Les hommes étaient regroupés par deux et chaque partenaire était responsable des pieds de l'autre. Ils appliquaient souvent de l'huile de baleine pour prévenir le pied de tranchée dans toutes les conditions froides et humides. En fait, il a été rapporté que certains spectateurs de concerts avaient développé le pied de tranchée lors des festivals de Glastonbury, de Leeds et de Download, en raison des conditions froides, humides et boueuses de ces événements. Bien que les techniques médicales avancées aient permis une meilleure gestion de la santé des soldats pendant la Première Guerre mondiale que lors des conflits précédents, il restait fréquent que des soldats tombent malades et meurent. Les tranchées froides, humides et insalubres affaiblissaient les soldats, les éléments impitoyables les rendant vulnérables aux maladies. Les poux infestaient les tranchées et transmettaient des maladies comme la fièvre des tranchées. Les soldats se réveillaient parfois en voyant des rats manger leurs rations ou leur corps. Oui, les rats étaient tellement audacieux qu'ils mordaient les soldats endormis. Et n'oublions pas que les tranchées ont été le terreau d'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire, la pandémie de grippe de 1918, en raison de la Première Guerre mondiale, du système immunitaire déjà affaibli des soldats par la malnutrition, ainsi que du stress des combats et des attaques chimiques, ils étaient particulièrement vulnérables à la maladie. La Première Guerre mondiale a changé le 22 avril 1915 lorsque les forces allemandes ont choqué les soldats alliés sur le front occidental en lançant plus de 150 tonnes de gaz de chlore, mortels contre 2 divisions coloniales françaises, à Ypres, en Belgique. Les États-Unis, qui sont entrés dans la Première Guerre mondiale en 1917, ont également développé et utilisé des armes chimiques. Le futur président Harry S. Truman était le capitaine d'une unité d'artillerie de campagne américaine qui a tiré des gaz toxiques contre les Allemands en 1918. Au total, environ 100 000 tonnes d'armes chimiques ont été utilisées pendant la Première Guerre mondiale, blessant environ 500 000 soldats et tuant près de 30 000 hommes, dont 2 000 Américains. Les attaques au gaz étaient terrifiantes. C'était une nouvelle forme de guerre auquel personne ne s'attendait. Une attaque au gaz pouvait gravement blesser ou tuer toute personne assez malchanceuse pour s'en approcher. Cela pouvait aussi dépendre de la direction du vent à ce moment précis. Les soldats n'étaient pas dans les tranchées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois d'affilée. En réalité, les soldats ne passaient qu'entre 1 et 7 jours d'affilée dans les tranchées, en réserve rapprochée ou au repos. Ce système limitait le temps que les soldats passaient dans les tranchées lugubres et la rotation était extrêmement importante pour gérer leur stress. Cependant, le terme « repos » pouvait être trompeur. Si les régiments manquaient d'effectifs, les soldats étaient recrutés pour agrandir et réparer les tranchées. À l'autre extrémité, certains soldats profitaient de leur temps hors des tranchées pour aller dans des bordels. En 1918, 1 million de soldats français avaient été soignés pour des IST. Les soldats en première ligne, contraints d'affronter la mort et la violence pendant des jours d'affilée, développaient des blessures psychologiques profondes. Le stress intense de la guerre des tranchées a provoqué une anxiété extrême et des crises de panique. Les responsables médicaux et militaires parlaient de « obusite » pour décrire ce que nous nommons aujourd'hui troubles de stress post-traumatique. Beaucoup de soldats atteints d'obusite ont été envoyés dans des maisons de convalescence pour se rétablir. En fait, le terme « obusite » a été inventé pendant la Première Guerre mondiale. Certains soldats souffrant de cette condition ont été jugés et même exécutés pour des crimes militaires, y compris la désertion et la lâcheté. Réfléchissez-y. 266 soldats britanniques ont été exécutés pour désertion, 18 pour lâcheté, 7 pour avoir quitté un poste sans autorisation
5 pour désobéissance à un ordre légal et 2 pour avoir abandonné leurs armes. Car personne ne savait gérer le trouble de stress post-traumatique. La nourriture dans les tranchées était un sujet important pendant la Première Guerre mondiale. Naturellement, elle était horrible, mais il était essentiel de nourrir les troupes pour qu'elles tiennent le coup. L'armée britannique, à elle seule, employait 300 000 travailleurs de terrain pour cuisiner et fournir la nourriture. Le régime des soldats comprenait de petites rations de bœuf bouilli, de lard, de légumes et de pain, qui pouvaient mettre jusqu'à 8 jours à parvenir aux tranchées, et à ce moment-là, il était rassis. Mais les soldats ingénieux ont résolu eux-mêmes le problème du pain rassis. On déchirait les miches dures, ajoutait pommes de terre, oignons, raisins secs ou autres ingrédients, puis faisait bouillir le tout dans un sac de sable. À l'hiver 1916, la farine était si rare, le pain était fait de navets séchés moulus, et le plat principal, une soupe de pois avec un peu de viande de cheval. Les soldats devaient peut-être supporter une nourriture médiocre, mais la seule chose à laquelle ils pouvaient se raccrocher, c'était l'alcool qu'ils recevaient. Cela leur donnait du courage grâce à l'alcool dans les tranchées, même si des millions de personnes périrent et qu'il semblait qu'il y avait une nouvelle bataille. Chaque jour, la vie d'un soldat dans les tranchées se résumait souvent à attendre la prochaine salve de coups de feu. Il semble que ce serait impossible de s'ennuyer quand on est entouré par l'ennemi, mais l'ennui était l'état le plus courant et les responsables ainsi que les officiers le savaient. Craignant que des soldats inactifs causent des problèmes, l'armée britannique les poussait à être créatifs pour maintenir le moral. L'un des objets britanniques les plus mémorables issus de l'ennui profond de la vie dans les tranchées était la création d'un journal de tranchées. Le Wipers Times était l'un de ces journaux que les soldats imprimaient. Les soldats anglais stationnaient près d'Ypres, qu'ils prononçaient mal en disant Wipers. En Belgique, ils ont trouvé une vieille presse à imprimer et l'ont utilisée pour publier et distribuer leur journal dans les tranchées. Le journal ne relayait pas les informations sérieuses sur la guerre, mais regorgeait de poèmes, d'essais, de blagues et de satires sur le conflit. Le ton était sombre, humoristique et parfois émouvant entre The Onion et un journal de lycée. Aussi terrible que fut la Première Guerre mondiale, le premier Noël de la guerre, en 1914 fit naître un esprit d'humanité et d'unité qui tranchait radicalement avec la vie dans les tranchées. La veille de Noël, des chants de Noël des tranchées britanniques et allemandes mènent à une trêve provisoire pour les fêtes. Des soldats des deux camps quittèrent leurs tranchées de part et d'autre du No Man's Land pour se rencontrer et échanger des cadeaux improvisés. Voir des soldats français, allemands et britanniques sortir des tranchées pour gagner le No Man's Land, pour échanger des vœux et discuter était étrange. Mais ils étaient bien là, troquant des cigarettes, jouant au football les uns contre les autres et échangeant de la nourriture et des souvenirs. Malheureusement, la paix ne dura pas longtemps. Les combats ont repris le lendemain. Et la bonne volonté s'est à nouveau transformée en animosité. L'année suivante, quelques unités ont organisé des cessez-le-feu pour se rassembler et récupérer les corps de leurs camarades tombés dans le No Man's Land. Mais les trêves n'étaient pas aussi répandues qu'en 1914, en partie à cause des ordres des hauts commandements des deux camps interdisant les trêves. L'un des héritages les plus surprenants de la Première Guerre mondiale fut son impact sur la langue. Le mélange des nationalités, des langues, des dialectes, des accents et des milieux sociaux des soldats dans les tranchées a produit un glossaire inhabituel d'argot militaire. Les soldats britanniques surnommaient les grenades ennemies presse purée et appelaient troupes d'assaut les soldats menant des attaques risquées. L'expression « basket case » était un autre terme d'argot apparu pendant la Première Guerre mondiale. Basket case. Des soldats blessés étaient évacués des tranchées dans de longs paniers en forme de cercueil à cause de leurs membres perdus. Le mot « cooties » est apparu en 1915, dérivé de « coot », une sorte de canard connu pour être infesté de poux et d'autres parasites. Adrien Carton de Villars a combattu dans certaines des batailles les plus meurtrières du XXe siècle et a tout enduré, de la perte de membres à des balles reçues dans la tête. Cela semble probablement terrifiant pour la plupart des gens rationnels, mais pour l'homme qu'on appelait le soldat increvable, il s'est en fait plutôt bien amusé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au soldat le plus inarrêtable de la Première Guerre mondiale, Adrien Carton de Villars. En 1880, Adrien Carton de Villars est né dans une famille riche et privilégiée de Bruxelles. Il a passé une grande partie de son enfance au Caire, puis a fait ses études en Angleterre,
où l'on s'attendait à ce qu'il devienne avocat. Mais Carton de Villars avait une autre vocation, celle de soldat. Lorsque la Seconde Guerre des Boers a éclaté en 1899, Carton de Villars était étudiant à Oxford. Belge, il n'avait pas d'intérêt personnel dans le conflit entre la Grande-Bretagne et les Boers, mais voulait tout de même se battre. En utilisant un faux nom, un faux âge et une fausse nationalité, il s'est engagé dans l'armée britannique à l'insu de son père. Carton de Villars écrira plus tard qu'il a compris alors que la guerre était en lui. Il disait « J'ignorais pourquoi la guerre avait éclaté et peu importait pour qui il fallait combattre. Si les Britanniques ne voulaient pas de moi, je m'offrirais aux Boers. » Avant la fin du conflit, il recevrait des balles à l'aine et à l'abdomen. Mon Dieu, rien que de le dire, ça fait mal. Mais cela n'a en rien entamé l'enthousiasme d'Adrien pour la guerre. Servir pendant la guerre des Boers a convaincu Carton de Villars que le combat serait l'œuvre de sa vie. Avec le champ de bataille comme toile, Adrien allait devenir un artiste guerrier, mais son parcours a failli être interrompu. En 1902, il a cherché et obtenu un poste en Inde britannique, combattant avec les Irish Dragoon Guards. Au cours de cette période, Adrien a failli perdre son grade pour avoir tiré avec son arme sur une autre personne parce qu'il trouvait cet homme agaçant. Je comprends tout à fait. Adrien récupérait de côtes fêlées quand un ouvrier local a commencé à l'embêter. Carton de Villars a lancé des pierres sur l'homme qui s'est juste éloigné hors de portée. Cela aurait pu mettre fin à toute l'histoire, mais une fois à l'abri des pierres, l'ouvrier s'est retourné pour se moquer du soldat convalescent. C'était une mauvaise idée selon Carton de Villars. C'en était trop pour mon tempérament et j'ai aussitôt levé mon fusil et je l'ai criblé de plomb dans le derrière. L'ouvrier l'a dénoncé et il a été mis aux arrêts le lendemain matin. Carton de Villars a écopé d'une lourde amende, mais n'a finalement pas perdu son statut d'officier suite à l'incident. Leçon de vie: ne tourne jamais le dos à un Adrien, surtout s'il tient une arme. La Grande-Bretagne est entrée dans la Première Guerre mondiale en 1914 et Carton de Villars était vraiment enthousiaste à l'idée d'y participer. L'enthousiasme n'est toutefois pas un gilet pare-balles. Il a vite perdu un œil lors d'une escarmouche. On pourrait penser que sa principale préoccupation serait de survivre ou peut-être de garder la vue, mais ce n'était pas le cas. Il s'inquiétait seulement que la perte de son œil compromette sa capacité à se battre, disant « Les gens imaginent que la perte d'une main est bien plus grave que celle d'un œil. » Pour avoir connu les deux, je peux dire sincèrement que ce n'est pas ce que j'ai constaté. Selon la plupart des récits, la Première Guerre mondiale fut un cauchemar et 1916 une année très difficile. Elle a vu Verdun et la Somme, deux batailles parmi les plus meurtrières, causant des millions de morts. Adrienne Carton de Villars, cependant, voyait les choses un peu différemment malgré la perte d'une main et d'un œil. Adrien est monté en grade, passant de capitaine à plus jeune général de brigade de l'armée alliée. Ainsi, il considérait 1916 comme l'année la plus chanceuse de sa vie. Des années plus tard, Carton de Villars écrivit qu'il avait aimé son expérience pendant la Première Guerre mondiale et s'interrogeait sur le désir de paix si la guerre était si divertissante. En 1915, Carton de Villars commandait des troupes sur le front occidental. L'ennemi utilisait armes à feu et gaz, rendant servir dans les tranchées très dangereux. Pourtant, Adrien était heureux d'y être. Les films de guerre montrent souvent des soldats courant sur le champ de bataille en esquivant balles et obus, mais Adrien ne s'en donnait pas la peine. Il a constaté que le gaz ne l'affectait pas. Quant aux obus, il les trouvait formidables, même s'il aurait préféré qu'il y en ait plus venant de son camp. Une fois, son second lui a même reproché de ne pas s'être mis à l'abri des obus. Carton de Villars, cependant, se considérait comme un fataliste et pensait qu'il ne servait à rien d'esquiver, car quand ton heure était venue, il n'y avait rien à faire. Avant qu'il ne puisse parler, cependant, les deux entendirent un autre obus approcher. Son second se mit à l'abri, tandis qu'Adrian resta sur place. L'obus toucha Carton, de Villars fut projeté à une certaine distance et lorsqu'il se releva, il remarqua immédiatement une main sur le sol. En l'inspectant de près, il se rendit compte qu'elle portait le gant de son second. Le reste de son corps était à une dizaine de mètres. Quand ton heure arrive, c'est ainsi. Lors d'une bataille en 1915, Adrien Carton de Villars s'est grièvement blessé à la main.
Il qualifierait la blessure d'épouvantable, 2 doigts ne tenaient plus que par un lambeau, et la paume, ainsi que presque tout le poignet, avait été arraché par une balle. Pour compliquer les choses, sa montre avait été soudée au reste de son poignet. Il a demandé au médecin de lui retirer les doigts qui pendaient, mais ils ont refusé, alors il les a arrachés lui-même. Oui, Adrien a dit qu'il n'a ressenti aucune douleur en le faisant. Malheureusement, la main d'Adrien n'a pas guéri et il a dû se la faire amputer, une intervention qu'il a décrite comme pas pire qu'une extraction dentaire. Si vous pensez qu'une seule main a empêché son retour à la guerre, c'est que vous ne connaissez pas Adrien Carton de Villars. Pendant la Première Guerre mondiale, Carton de Villars, grièvement blessé à la tête, les médecins lui ordonnèrent de rentrer à Londres pour se rétablir. Adrien, machine de guerre, s'ennuyait vite hors du champ de bataille, ce qui causait parfois des problèmes. Lors d'une visite dans un club d'élite pour gentlemen appelé Whites, il a été abordé par un autre membre du club qui lui a proposé de être son second. Lors d'un duel, le membre du club expliqua vouloir se battre avec un homme trop attentif à une dame qu'il appréciait. La plupart refuseraient de risquer leur vie pour le conflit amoureux d'autrui, mais Carton de Villars trouvait cela idéal pour régler les affaires de cœur et accepta avec enthousiasme. Adrien alla ensuite parler à l'homme qu'il voulait défier en duel. Il expliqua la situation et déclara qu'ils étaient prêts à se battre avec n'importe quelle arme choisie par l'homme. L'autre homme, cependant, trouva toute l'affaire ridicule et il fallut un certain temps à Carton de Villars pour le convaincre qu'il était sérieux. Il refusa le duel, expliquant que cela mettrait tout le monde en difficulté avec la loi, surtout en cas de blessure ou de mort. Adrien pensait toutefois qu'avec la guerre, personne ne s'en soucierait. Il proposa un duel dans un lieu isolé, puis d'incinérer le perdant avec de l'essence. Si ce plan vous glace, vous n'êtes pas seul. Terrifié, l'homme a aussitôt signé une déclaration sous serment, promettant de ne plus jamais parler à une femme. Adrien aimait les armes à feu. Cependant, il savait aussi qu'il avait un tempérament colérique, et il craignait que s'il perdait le contrôle, il puisse finir par tirer sur ses propres gens. Pour se prémunir contre cela, il refusa de porter un revolver et choisit plutôt de s'armer d'une canne. Ce fut le cas lors de la bataille de la Somme, où il mena des troupes au combat. Être armé seulement d'une canne aurait diminué l'efficacité de beaucoup d'hommes, mais Carton de Villars était différent. Il a combattu avec un courage sans faille. Il a reçu la plus haute distinction du système honorifique britannique, la Croix de Victoria. De Villars s'est peut-être battu comme un héros à la Somme, mais il n'en est pas sorti indemne, ayant reçu une balle dans la tête. Dans ses mémoires, Adrien se souviendra que le médecin a vérifié que son crâne était toujours intact, lui a commandé une bouteille de champagne, puis a expliqué cela. Par miracle, une balle de mitrailleuse était passée à travers l'arrière de son crâne sans toucher une partie vitale. En réalité, la seule séquelle de sa blessure était une chatouille à chaque coupe de cheveux. En 1918, la Première Guerre mondiale prit enfin fin. Adrien, cependant, avait depuis longtemps décidé qu'il serait soldat à vie et parti à la recherche d'un autre conflit dans lequel se battre. Il le trouva en Pologne, où l'armée britannique aidait les Polonais dans leur lutte contre les Soviétiques. C'est là qu'en 1920, Carton de Villars voyageait dans un train qui fut envahi par la cavalerie rouge russe. N'étant pas du genre à se laisser faire, Adrien s'empara d'un revolver et se mit à tirer. Il tint bon et repoussa les envahisseurs à lui seul. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclata et il était hors de question pour Adrien Carton de Villars de la manquer. Fort de 30 ans d'expérience militaire, le gouvernement savait qu'il lui était indispensable. Rien de moins que Winston. Churchill lui-même demanda à Adrien de diriger les efforts militaires et diplomatiques britanniques en Yougoslavie. Pendant qu'il s'y rendait, en 1941, son avion s'est écrasé en mer et il a été découvert par des soldats italiens. Carton de Villars a été détenu et est devenu prisonnier de guerre. Bien qu'il ait eu 60 ans à ce moment-là, Carton de Villars était toujours dur à cuire et il a tenté de s'évader au moins 5 fois. Il n'a jamais réussi, mais il a causé beaucoup de problèmes à ses geôliers et a finalement retrouvé sa liberté en 1943. Après avoir été libéré du camp de prisonniers de guerre italien, Carton de Villars était un héros.
Winston Churchill, le considérant comme un modèle de chevalerie et d'honneur, l'a nommé représentant britannique en Chine, où il a collaboré avec des hauts responsables comme Chiang Kai-shek. Cependant, il ne s'entendait pas avec Mao Zedong, qui était à l'époque le chef du Parti communiste chinois. Carton de Villars considérait Mao comme un fanatique. La plupart des diplomates garderaient probablement cela pour eux, mais Carton de Villars était intrépide. Il a même insulté Mao, affirmant que les troupes chinoises n'avaient pas vraiment contribué à la défaite des Japonais. Après avoir mené l'une des vies les plus téméraires et dangereuses qu'on puisse imaginer, la dernière blessure majeure qu'Adrian Carton de Villars a subie fut ironiquement assez banale. En visite à Rangoon, Birmanie, il a glissé sur un tapis en fibre de coco et s'est fracturé le dos. D'accord, c'est vrai, c'est assez douloureux et la récupération a été longue et difficile, mais comme d'habitude, il a tenu bon. Adrian vécut encore 10 ans avant de finalement mourir en 1963 à l'âge de 83 ans. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre et de guerre pour mettre fin à toutes les guerres, fut un conflit mondial horrible qui dura de 1914 à 1918 environ. Vous connaissez probablement un peu la Première Guerre mondiale grâce aux cours d'histoire comme Zalipon Komolisi Podokudoli, comme l'assassinat de François Ferdinand, les horreurs de la guerre des tranchées et les millions de vies perdues. Mais saviez-vous que la Première Guerre mondiale continue d'influencer le monde moderne ? Eh bien aujourd'hui nous allons examiner les façons surprenantes dont la Première Guerre mondiale a façonné notre mode de vie actuel. Les soldats en première ligne fréquentaient souvent les bordels pour fuir les horreurs de la bataille. Jusqu'à 5% des soldats britanniques et de l'Empire souffraient de maladies vénériennes et l'armée américaine a renvoyé plus de 10 000 hommes à cause des MST. On estime ainsi à 7 millions le nombre de journées hommes perdues à cause de ces activités extra-professionnelles. Le Royaume-Uni a décidé d'agir en 1917 et a commencé à distribuer des préservatifs à ses troupes. L'historien A.J.P. Taylor attribue cela à la popularisation des préservatifs au Royaume-Uni. Les États-Unis, en revanche, n'ont pas été aussi proactifs. Allant contre la sagesse populaire qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, l'oncle Sam a distribué une trousse pour traiter certaines MST après infection. Les États-Unis n'ont distribué des préservatifs aux soldats qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais d'autres produits d'hygiène personnelle ont aussi été popularisés pendant la Grande Guerre. La société américaine Kimberly-Clark a développé en 1914 une alternative au coton très absorbante appelée Cellucotton. À l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, en 1917, Kimberly-Clark a accru la production de ce matériau pour en faire des pansements chirurgicaux sur le front. Les infirmières de la Croix-Rouge sur les champs de bataille ont utilisé ce matériau comme serviette hygiénique. Après la Première Guerre mondiale, Kimberly-Clark, qui savait reconnaître une idée lucrative quand elle en voyait une, a racheté le surplus de cellulocoton destiné à l'armée et a commencé à produire des serviettes hygiéniques, Kotex Cotton Texture, en 1920. Un siècle après, le marché mondial des produits d'hygiène féminine atteint près de 40 milliards de dollars. Espérons que ces infirmières de la Croix-Rouge aient eu un banc à leur nom au siège de Kimberly-Clark. Les Allemands ont développé des nitrates artificiels pour fabriquer des explosifs avant la Première Guerre mondiale, car leur réserve naturelle de guano chilien, appelée crotte de chauve-souris, était en pénurie. Cette innovation s'est révélée mortelle pendant la Première Guerre mondiale. Mais ironiquement, elle permet aujourd'hui de nourrir un tiers de la population mondiale sous forme d'engrais au nitrate d'ammonium. La conversion de l'azote atmosphérique en ammoniac, grâce à une forte pression et de haute température, a prolongé le conflit de plusieurs années. Ce procédé, légèrement modifié, permet également de fabriquer un excellent engrais. Fritz Haber, le chimiste allemand qui a mis au point ce procédé, a remporté le prix Nobel en 1918. Ainsi, Haber est aussi vu comme le père de la guerre chimique pour son rôle pionnier dans l'armement des gaz, une distinction rarement récompensée. Notre monde moderne serait pratiquement méconnaissable sans les smartphones, et les smartphones modernes, ainsi que les combinés sans fil, doivent beaucoup aux innovations technologiques de la Première Guerre mondiale. Cependant, à l'époque, sans fil ne signifiait pas forcément portable. En 1916, les ensembles de communication sans fil pour avion pesaient 300 livres. Un smartphone de la taille d'un joueur de la NFL rendrait Pokémon Go un peu moins amusant à jouer. Cependant, la technologie des émetteurs et récepteurs s'est beaucoup améliorée durant le conflit, demandant bien moins d'énergie,
Les végétariens peuvent remercier la Première Guerre mondiale et les effets insidieux de la famine. Les saucisses de soja, Konrad Adenauer, alors maire de Cologne et futur premier chancelier allemand après la Seconde Guerre mondiale, a créé des saucisses à base de soja pour éviter la famine dans sa ville. Lors du blocus britannique de l'Allemagne, il la surnommait Friedenswurst, la saucisse de la paix, un excellent coup marketing. Qui refuserait un Whopper de la paix au fromage? Étonnamment, Adenauer n'a obtenu le brevet de la saucisse de soja qu'en Grande-Bretagne, car l'Allemagne l'a refusé faute de viande. Leur méchanceté semble sans limite. Croyez-le ou non, la routine d'exercice extrêmement populaire du XXIe siècle, connue sous le nom de Pilates, a été développée pendant la Première Guerre mondiale. L'homme derrière cette tendance du fitness, le boxeur et culturiste allemand Joseph Hubertus Pilates, a mis au point sa méthode alors qu'il se trouvait dans un camp d'internement britannique pendant la Grande Guerre. Joey Pilates, comme on aime l'imaginer se faire appeler, utilisait des ressorts et sangles de lit pour des exercices de résistance qu'il a ensuite transformés en équipement à ressort du Pilates actuel. Après la Première Guerre mondiale, Pilates retourne en Allemagne pendant quelques années, perfectionne sa méthode, puis s'installe à New York en 1925, où il ouvre son premier studio de contrologie avec sa femme Clara. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire de la forme physique. La Première Guerre mondiale n'a pas seulement changé la technologie, elle a aussi fortement influencé l'opinion publique sur les représentations romancées de la guerre en raison de pertes humaines et de destructions inédites. Jay Winter, professeur d'histoire à Yale, soutient que la Première Guerre mondiale est le conflit qui a discrédité le concept de gloire et remis en question l'idée qu'il était noble de périr pour son pays. Selon Jay Winter, la propagande, la littérature et la peinture de guerre ont été rejetés par les artistes et poètes après la Première Guerre mondiale. Les millions de morts méritaient-ils la vérité, non une prose grandiloquente. Jay Winter souligne que les soldats ayant écrit des mémoires populaires ont aidé à révéler la réalité de la Première Guerre mondiale à des millions de personnes au pays. Il a anticipé la réaction que de nombreux Américains auraient face à la guerre du Vietnam des décennies plus tard, ce qui, entre autres, a mené directement à la franchise Rambo. Donc, d'une certaine manière, nous devons aussi Rambo à la Grande Guerre, et, dans une moindre mesure, à portée disparue. Le trouble de stress post-traumatique, ou TSPT, n'a été reconnu par la médecine qu'en 1980. Pendant la Première Guerre mondiale et après, les médecins ont commencé à diagnostiquer différemment les impacts psychologiques du conflit, posant ainsi les bases de notre compréhension actuelle. Au départ, certains infirmiers de guerre pensaient que l'impact physique des explosions provoquait la névrose de guerre, ou l'obusite que tant de soldats ressentaient. Mais quand des dizaines de milliers de soldats de l'époque de la Première Guerre mondiale éprouvaient encore ces symptômes chez eux, scientifiques et médecins ont cherché des réponses plus profondes. Grâce aux efforts de ces médecins et scientifiques, nous comprenons mieux aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique et les facteurs de stress émotionnel susceptibles de le provoquer. Avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient pour surtout débiteurs, mais ce conflit a profondément changé la situation. Les États-Unis en sont sortis transformés. Créanciers nets, ils leur devaient environ 10 milliards de dollars. Pour mémoire, cela correspond à environ 100 milliards de dollars actuels. Ce n'est pas la fortune d'Elon Musk, mais c'est tout de même une somme importante. Ce changement de situation financière a ensuite conduit à ce que New York soit considérée comme la capitale financière de facto du monde, une place auparavant occupée par Londres. Selon Hugh Rockoff, professeur à l'université Rutgers et chercheur associé au National Bureau of Economic Research, la Première Guerre mondiale a montré au gouvernement fédéral comment jouer un rôle économique positif, leçon qu'il a exploitée. Pendant la Grande Dépression, les États-Unis n'ont pas été les seuls à profiter de la Grande Guerre, avant la Première Guerre mondiale. British Petroleum, autrefois Anglo-Persian Oil Company, n'était alors pas très prospère. Si Churchill n'avait pas décidé de construire des navires de guerre plus rapides fonctionnant au pétrole plutôt qu'au charbon, BP aurait peut-être fait faillite. Grâce surtout à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale, l'industrie pétrolière a prospéré. Le pétrole est devenu incroyablement important pour maintenir le nouveau style de guerre mécanisé et la protection des approvisionnements en pétrole est devenue une grande partie de la stratégie militaire. Les combats dans les tranchées ont forcé de nombreux soldats, appelés « gueules cassées », à subir des chirurgies reconstructrices du visage avec des greffes de peau. Ils avaient même une union pour les soutenir, l'union des blessés de la face et de la tête, ou l'association des blessés au visage et à la tête,
Ça sonne comme un club de combat vraiment impressionnant. Les avancées réalisées en travaillant sur les gueules cassées ont conduit à des révolutions ultérieures dans les domaines de la chirurgie orale, maxillofaciale et plastique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chirurgiens portent presque toujours des blouses bleues? Ce n'est pas parce qu'elles ont l'air cool dans les séries de télévisées en prime time, même si c'est vrai qu'elles ont l'air cool. L'idée était en fait le fruit de l'imagination du médecin français Prenelle Lariche pendant la Première Guerre mondiale. Lariche a eu l'idée de différencier les vêtements et draps aseptiques des objets potentiellement porteurs de bactéries. En août 1914, il faisait du bénévolat auprès de l'armée française. L'idée s'est répandue, les chirurgiens portent toujours des blouses bleues, mais les blouses vertes, adoptées dans les années 1960, apportent de la variété. À long terme, Lariche avait encore plus raison qu'il ne le croyait. Plus tard, les scientifiques ont découvert que voir du bleu ou du vert aide les médecins à mieux distinguer le rouge, comme le sang, lors d'une chirurgie, donc un avantage. La technologie a toujours joué un rôle clé dans la guerre, comme le dirait Cobra Commander. Mais c'est lors de la Première Guerre mondiale que nombre de technologies modernes sont devenues indispensables. Les sous-marins, les bombardements aériens, les chars blindés, les attaques au gaz toxique, les barbelés, toutes ces choses ont été soit inventées, soit révolutionnées pendant la Grande Guerre. C'était la première fois que la technologie était une force destructrice écrasante, le gaz toxique pouvant anéantir des milliers de personnes à la fois. Par exemple, les Allemands utilisaient des obus, croix bleue au diphénylchloroarsine, qui provoquait de violents éternuements, une poudre à éternuer militarisée. Cela peut sembler une blague d'enfant, mais ce produit était apparemment horrible et pouvait provoquer maux de tête, salivation et vomissements. Si vous avez vu Imitation Game, 2014, vous savez combien le décryptage des codes est crucial en temps de guerre. Le film se passe durant la Seconde Guerre mondiale, mais les Britanniques ont commencé à décrypter les codes pendant la Première Guerre mondiale, notamment les transmissions radio-allemandes. Ces avancées ont ensuite conduit à des opérations de collecte de renseignements désormais célèbres, telles que le MI8, le GCHQ et la NSA aux États-Unis. Le décryptage le plus célèbre de la Première Guerre mondiale fut celui du télégramme Zimmermann. Le ministre allemand Arthur Zimmermann a reçu un télégramme chiffré sur des plans visant à attaquer les routes maritimes américaines vers le Royaume-Uni. Le télégramme évoquait aussi le souhait de l'Allemagne de s'allier au Mexique pour que l'armée mexicaine attaque le territoire américain. Ce télégramme déchiffré a conduit les États-Unis à déclarer la guerre à l'Allemagne. En avril 1917, la Grande Guerre a marqué la première utilisation du lance-flamme moderne sur le champ de bataille, sans doute l'une des armes les plus terrifiantes de la guerre du XXe siècle. Les Allemands ont utilisé des lance-flammes dans plus de 300 batailles, délogeant les ennemis des tranchées et les brûlant vifs ou les marquant à vie. Le modèle Flammenwerfer s'est avéré si efficace que les Britanniques et les Français ont commencé à l'adopter. Cependant, leur utilisation était limitée. Le carburant ne durait qu'environ 2 minutes et la portée de l'arme était limitée à 20 yards. La Première Guerre mondiale a également vu les débuts des porte-avions. Edwin Dunning, commandant britannique, fut le premier à atterrir en avion sur un navire en mouvement. Il a atterri sur le HMS Furious, un croiseur de bataille long de 786 pieds, le 2 août 1917. Ce fut un moment triomphal, mais cela ne dura pas. 5 jours plus tard, Dunning tenta un autre atterrissage, mais son moteur cala et son avion s'écrasa à l'avant-tribord, le tuant. Peut-être que les choses auraient été différentes si le HMS Furious avait eu un jumeau, le HMS Fast. Et vous, quelle innovation de la Première Guerre mondiale vous a le plus surpris? Partagez votre avis en commentaire. Profitez-en pour regarder d'autres vidéos de notre série Weird History.